Quelle est la valeur d'une personne? Est-ce le chiffre sur son compte en banque ou la dignité de ses mains? Ce soir, nous explorons une histoire qui commence par une seule pièce de monnaie insultante laissée sur une note de restaurant de 5000 €. C'est l'histoire de Julien Lefebvre, un PDG qui se croyait intouchable, et d'Eliane, la serveuse qu'il a tenté d'humilier. Il pensait qu'elle n'était personne. Il avait tort, car quelques heures après avoir refusé de lui laisser un pourboire, cette même personne a déclenché le compte à rebours de plusieurs millions d'euros pour acheter son monde entier. Restez avec nous, car c'est une histoire de vengeance qui se mange très froide. Le Pélican doré n'était pas simplement un restaurant. C'était un théâtre situé au cœur de la Défense, le quartier financier de Paris. C'était là que les dieux de l'industrie venaient dîner, conclure des affaires et démontrer leur pouvoir. Les couverts étaient en argent massif. Les lustres étaient en verre de Murano soufflé à la main. Et le personnel était invisible. Eliane Valois connaissait le scénario par cœur. Depuis 6 mois, elle faisait partie des invisibles. À 26 ans, Eliane était une anomalie. La plupart de ses collègues étaient des acteurs en herbe, des artistes, ou comme son amie Marie, des mères célibataires jonglant avec 3 emplois pour rester à flot dans le courant impitoyable de la ville. Eliane n'était rien de tout cela. Elle n'avait pas besoin de ce travail. 6 mois plus tôt, une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats de Bordeaux lui avait appris que son grand-oncle reclus, un homme qu'elle n'avait rencontré que 2 fois, était décédé et lui avait tout laissé. Tout, c'était un portefeuille si vaste qu'il avait sa propre attraction gravitationnelle, ancré par des brevets technologiques et des biens immobiliers de premier ordre. Mais Eliane n'avait pas tout encaissé. Elle n'avait pas acheté de yacht ni d'île privée. Elle avait loué un simple 2 pièces dans le 11e arrondissement, placé toute sa fortune sous la gestion d'un conseiller discret mais impitoyable, Marc Fournier, et avait postulé pour un emploi au Pélican doré. Elle se disait que c'était pour garder les pieds sur terre, pour comprendre le monde dont son nouvel argent l'isolait. En vérité, elle était terrifiée à l'idée de devenir les personnes qu'elle servait maintenant. Ce soir-là, l'air du restaurant était particulièrement chargé. Le créneau de 20 heures était dominé par la table 12, la meilleure de la maison, actuellement occupée par Julien Lefebvre, PDG de Lefebvre Dynamics. Lefebvre était un homme taillé dans l'arrogance. Il était un nouveau riche avec un besoin désespéré et tenace d'être perçu comme un nanti de longue date. Il ne dînait pas seulement. Il tenait sa cour. Avec lui se trouvait sa femme timide, Rebecca, et 2 jeunes cadres obséquieux, dont un homme nerveux nommé Arthur Marchand. Eliane et Marie Leclerc s'occupaient à 2 de la table. Marie, pâle d'épuisement, avait confié plus tôt à Eliane que son fils avait besoin d'un appareil dentaire, et que la compte était de 2000 €, une somme stupéfiante qu'elle n'avait tout simplement pas. Elle comptait sur cette table. Valois. Leclerc. Lefebvre claqua des doigts, un son qui craqua comme un petit fouet dans la salle à manger feutrée. Eliane fut à ses côtés en un instant, son expression un masque parfait de neutralité agréable. « Oui, monsieur Lefebvre. » « Ce vin, dit-il en faisant tourner le liquide rouge foncé dans son verre à 400 €. C'est le Pétrus 2014. J'avais demandé le 2012. Eliane garda sa voix douce. « Mes excuses, monsieur. Le sommelier a confirmé que nous n'avions plus de 2012. Ce 2014 était sa recommandation personnelle comme substitut le plus proche. » Lefebvre ricana. « Sa recommandation. Je ne paie pas pour les recommandations d'un sommelier. Je paie pour ce que je demande. Cet endroit est-il un restaurant ou une boîte à suggestions? » « Il a raison, Julien, » murmura sa femme, Rebecca, les yeux baissés. « Le sommelier vous l'a expliqué. »« Silence, Rebecca, » aboya Lefebvre, sans même la regarder. Il tendit le verre vers Eliane. « Reprenez-le. Apportez-moi une bouteille de Macallan 25 ans. Et ne la renversez pas cette fois. » Eliane jeta un coup d'œil à la nappe blanche immaculée où pas une seule goutte n'avait été renversée. « Bien sûr, monsieur. » En se retournant, elle vit Marie près du poste de service. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était une prise d'otage, et la rançon était leur dignité. Pendant les 2 heures qui suivirent, elles endurèrent. Lefebvre renvoya un steak parfaitement cuit parce qu'il était trop bovin. Il ridiculisa bruyamment le choix d'entrée d'Arthur Marchand. Il traita Eliane et Marie comme des meubles incommodes, ne s'adressant à elles qu'avec des aboiements et des claquements de doigts. Eliane gérait la situation avec un calme froid et précis. Elle avait déjà vu ce comportement. C'était la tyrannie mesquine des hommes qui confondaient richesse et valeur. Mais ce soir-là, en observant le désespoir silencieux de Marie, une nouvelle sorte de colère, froide et tranchante, commença à se durcir dans la poitrine d'Eliane. Finalement, le calvaire prit fin. Les desserts furent débarrassés, les expressos terminés.
L'addition, ordonna Lefebvre. Éliane traita le paiement. Le total, incluant le vin rejeté et le scotch exorbitant, s'élevait à 5 250 € et 20 centimes d'euros. Elle plaça discrètement le portefeuille en cuir sur la table. Lefebvre ne le regarda même pas. Il était occupé à raconter une histoire tonitruante sur une OPA hostile qu'il avait orchestrée. Il signa le reçu avec un grand geste, jeta le stylo et se leva, ses cadres se précipitant sur leurs pieds. Julien chuchota sa femme en désignant la table. « Quoi » dit-il avec impatience. « Le pourboire. » Lefebvre éclata de rire. C'était un son court et aboyant. « Un pourboire pourquoi? Pour m'avoir apporté le mauvais vin? Pour un service plus lent qu'un glacier? Elles ont un salaire, non ?» Il se pencha sur la table, regarda directement Éliane, qui se tenait impassible à proximité, et sortit une seule pièce de sa poche. 1 centime. Il la fit tomber sur le portefeuille. « Voici un pourboire, ma chère, » dit-il, sa voix assez forte pour que les tables environnantes l'entendent. « Trouvez-vous un vrai travail. Le service, c'est pour les gens sans ambition. » Il se retourna et sortit du restaurant, son entourage à sa suite, laissant un silence stupéfait. Tous les regards fixaient le centime de cuivre brillant sur le cuir noir. C'était une blessure. Marie s'approcha d'elle, le visage cendré. Elle ouvrit le portefeuille et vit le 0 sur la ligne du pourboire, puis le centime. Un petit son étranglé lui échappa. Elle se dégonfla visiblement, le dernier de ses espoirs pour la soirée s'évaporant. Éliane posa une main ferme sur son bras. « Marie, ça va ?» Marie secoua simplement la tête, les larmes aux yeux. « Il n'a pas. Après tout ça, mon fils. » Elle n'eut pas besoin de finir. Éliane sentit la glace dans sa poitrine se solidifier en quelque chose qui ressemblait à de l'acier. Elle regarda le centime, puis la porte par laquelle Julien Lefebvre était sorti. « Il a raison, » dit Éliane, sa voix dangereusement calme. Marie leva les yeux, confuse. « Quoi ?»« Il est temps, » dit Éliane en ramassant le centime et en fermant le poing dessus, « de trouver un vrai travail. » Le service d'Éliane se termina à 1 heure du matin. Elle raccompagna Marie jusqu'au métro, lui glissant plusieurs billets de 100 € dans la main. « Éliane, je ne peux pas, » protesta Marie, horrifiée. « Si, tu peux, » dit Éliane fermement. « Ce n'est pas de la charité. C'est une amende. Une amende que j'impose à Julien Lefebvre. Tu n'es que l'agent de recouvrement. Paie l'appareil dentaire de ton fils. » Après que Marie eut disparu dans les escaliers du métro, Éliane ne se rendit pas à son modeste appartement du 11e. Elle prit un taxi pour une adresse différente, une tour de verre élégante et incroyablement haute dans le quartier d'affaires, qui n'avait même pas de nom, juste un numéro. Son véritable appartement, celui qu'elle avait acheté comptant et dans lequel elle n'avait jamais dormi, occupait tout le 80e étage. Il était stérile, vide, à l'exception d'un unique bureau au centre du salon, d'un fauteuil ergonomique haut de gamme et d'une installation informatique sur mesure à 4 écrans. Les baies vitrées offraient une vue plongeante sur la ville, tel un circuit imprimé. Elle s'assit, le centime de Lefebvre encore chaud dans sa paume. Elle le posa sur le bureau à côté de son clavier, un minuscule monument insultant. Elle alluma le système. Il était 2h17 du matin. Elle lança un appel vidéo sécurisé. De l'autre côté du monde, à Genève, son conseiller, Marc Fournier, répondit instantanément. C'était un homme plus âgé, avec des yeux bienveillants qui cachaient un esprit aussi affûté qu'un piège d'acier. Il ne semblait jamais dormir. « Éliane, » dit-il, sa voix nette. Il ne demanda pas pourquoi elle appelait à cette heure. « Problème ou opportunité, Marc ?» dit Éliane. Elle montra le centime à la caméra. « J'ai rencontré un homme ce soir qui évalue le service à 1 centime. » Je vois. Et qui est cet économiste? Julien Lefebvre, PDG de Lefebvre Dynamics. Les sourcils de Marc se haussèrent. Lefebvre Dynamics. Une entreprise historique de fabrication et de logistique. Ils se sont lancés agressivement dans les contrats gouvernementaux. Solide, mais vieille école. Et Lefebvre lui-même a une réputation. Il n'est que bravade. Son conseil d'administration le trouve lassant. Bien, dit Éliane. Je veux tout savoir. Bilan, endettement, pacte d'actionnaires, ses avoirs personnels, tout. Et je veux savoir qui le déteste. La liste est longue, dit Marc, ses doigts volant déjà sur son propre clavier. Il est en conflit prolongé et très public avec Aperture Industrie. Leur PDG, Silas Morin, adorerait voir Lefebvre démantelé. Pourquoi? Il a dit à mon ami de se trouver un vrai travail, dit simplement Éliane.
Marc resta silencieux un instant, étudiant son visage. Il avait géré la fortune du grand-oncle d'Eliane et connaissait sa puissance. Eliane, ce n'est pas une petite start-up de biotechnologie. C'est une institution. Vous ne pouvez pas simplement lui donner une leçon. Je ne vais pas lui donner une leçon, Marc. Je vais le racheter. Vous ne pouvez pas tout racheter. Pas en une nuit. Cela déclencherait toutes les alarmes à la Bourse de Paris. Vous paieriez une prime qui doublerait sa valeur nette. Il gagnerait. Je ne veux pas tout, dit Eliane, affichant les documents publics de l'entreprise. Pas encore. Je veux juste une part. Assez pour être un problème. Assez pour obtenir un siège à la table. Trouve-moi un actionnaire mécontent. Trouve-moi quelqu'un qui veut sortir maintenant. Marc hocha la tête, un lent sourire s'étalant sur son visage. Il adorait ce jeu, une transaction de bloc. Privé, hors marché. Intelligent. Il faudra du temps pour trouver un vendeur. Nous n'avons pas le temps, dit Eliane. Il doit sentir l'impact. Trouve quelqu'un ce soir. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent. Marc, avec son réseau de contacts, fit des demandes discrètes dans le monde des transactions de préouverture. Eliane fouilla les documents de Lefebvre Dynamics déposés auprès de l'AMF, lisant les notes de bas de page, les résolutions soumises aux actionnaires, les listes d'investisseurs institutionnels. Elle trouva une tendance. Au cours des 6 derniers mois, un actionnaire majeur, le fonds de pension Crestview, avait voté contre la proposition de prime de Julien Lefebvre. Elle n'était pas passée, mais c'était un signe de dissension. « Amène-moi Crestview », ordonna Eliane. Marc y était déjà. « Je connais la gestionnaire du fonds, une femme nommée Diane Leduc. Elle cherche une sortie discrète. Elle est convaincue que Lefebvre va mener l'entreprise à la ruine avec son ego, mais elle ne peut pas se défaire de son bloc sur le marché public sans faire chuter le cours. Elle est coincée. »« Plus maintenant, » dit Eliane. « Quelle est sa position ?»« 4,9%, dit Marc. Juste en dessous du seuil de déclaration de 5% à l'AMF. Elle est assise dessus, furieuse. »« C'est parfait, » souffla Eliane. « Ce n'est pas assez pour forcer une OPA, mais c'est assez pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. C'est assez pour être le plus grand actionnaire personnel unique après Lefebvre lui-même. Offre-lui 10% de plus que le cours de clôture d'hier. Dis-lui que le virement sera sur le compte de son fonds avant l'ouverture d'Euronext Paris. C'est une prime significative pour une transaction de bloc, Eliane. C'est le prix d'entrée, Marc. Fais-le. » L'appel se termina. Eliane resta assise dans le noir, regardant les lumières de la ville. Elle était sur le point de déplacer des millions d'euros, une somme qui pourrait financer un hôpital, tout ça à cause d'un seul centime. L'absurdité de la situation ne lui échappait pas, mais il ne s'agissait pas du pourboire. Il s'agissait du mépris, de la cruauté désinvolte d'un homme qui croyait que le monde était fait pour le servir. À 4h52 du matin, son terminal crypté sonna. C'était un message de Marc. L'affaire est conclue. Madame Leduc est très heureuse. La transaction sera réglée à 7h. Vous, ma chère, êtes désormais Valois Holdings SRL, et vous êtes le plus récent et le plus important actionnaire minoritaire de Lefebvre Dynamics. Eliane se pencha en arrière dans son fauteuil. Le soleil commençait à peine à jeter une pâle lumière grise sur la scène. Quelques heures plus tard, elle l'avait fait. Elle ouvrit le fichier sécurisé que Marc lui avait envoyé. C'était la confirmation numérique de l'achat d'actions. Elle regarda le centime de cuivre sur son bureau. « J'ai un vrai travail maintenant, monsieur Lefebvre », chuchota-t-elle dans la pièce vide. « Je suis votre nouvelle partenaire. » Julien Lefebvre se réveilla à 6h du matin, comme toujours. Son appartement en dernier étage, un monument au marbre et à l'or, était silencieux. Il fit sans pompe, but un smoothie aux œufs crus et cria après sa femme de ménage pour une tache de poussière sur une statue de verre. À 7h30, il était dans sa Maybach noire, hurlant au téléphone avec Arthur Marchand à propos d'un rapport d'expédition en retard. « Je ne te paie pas pour me parler des problèmes, Arthur. Je te paie pour les faire disparaître. Tu comprends ? Règle ça. » Il entra d'un pas rapide dans le hall de l'immeuble de Lefebvre Dynamics, une tour de 50 étages en verre noir. Il se sentait invincible. Le dîner de la veille avait été une démonstration de pouvoir parfaite. Il avait remis cette petite serveuse à sa place. Il avait rappelé à ses cadres qui était le patron. Il était dans son bureau au dernier étage, se versant son deuxième café, quand son directeur financier, un homme perpétuellement nerveux nommé Grégoire, frappa et entra sans y être invité. « Julien, » dit Grégoire, la voix tremblante. Il tenait une tablette. « Nous avons une situation
Une grosse situation. Cette aperture, ricana Julien, pensant à son rival, Silas Morin. Ce lâche a encore essayé une offre au rabais. Non, monsieur. C'est une transaction. Une transaction de bloc massive. Elle a été réglée juste avant la cloche d'ouverture. Julien fit un geste de la main pour l'écarter. Des institutions qui remanient leur portefeuille. Qu'est-ce que ça peut faire? Monsieur, il s'agissait de 4,9% de nos actions en circulation, du fonds Crestview. Ils ont vendu toutes leurs positions. Julien arrêta sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Crestview a vendu? À qui? Pourquoi n'ai-je pas été prévenu? C'était une vente privée, Julien. Hors marché. Nous venons de recevoir l'avis de notre agent de transfert. L'acheteur, c'est une nouvelle entité, une SARL de paille créée la nuit dernière au Luxembourg. Valois Holdings. Valois. Julien répéta le nom. Il semblait inconnu, mais il titillait un coin de sa mémoire. Il chassa cette pensée. Qui diable est Valois Holdings? C'est Morin qui utilise une société écran. Nous ne le pensons pas, dit Grégoire en suant. L'argent, Julien. L'argent a été viré d'un compte privé à Genève. La somme était stupéfiante. Ils ont payé une prime de 10%. Ce n'était pas un ajustement de portefeuille standard. C'était une attaque. Julien claqua sa tasse. Du café éclaboussa son bureau en acajou à 20 000 euros. Une attaque. Ne sois pas dramatique, Grégoire. C'est un investisseur. Ils ont acheté une participation non majoritaire. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont insignifiants. Julien, 4,9%, ce n'est pas insignifiant. Cela fait de Valois Holdings le troisième plus grand actionnaire après vous et les fonds institutionnels combinés. S'ils décidaient de s'aligner avec Aperture ou avec les autres membres du conseil qui sont mécontents. Mécontents? Rugit Julien. Mécontents de quoi? Des profits records. Mécontents des relations publiques, Julien. Des histoires sur le taux de roulement élevé, la façon dont vous parlez. J'obtiens des résultats. Julien frappa du poing sur le bureau. Découvrez qui est ce Valois. Je veux un nom, un visage et une assignation en justice sur leur bureau d'ici midi. Déterrez tout. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner. Je veux savoir avec qui ils couchent. Je veux les détruire. Suis-je clair? Oui, Julien. Clair, balbutia Grégoire en reculant hors du bureau. Le reste de la journée, Julien fut un lion en cage. Il arpenta son bureau, hurlant sur son équipe juridique, ses enquêteurs privés, mais il ne trouvait rien. Valois Holdings est une boîte noire, monsieur, rapporta son avocat principal en fin d'après-midi. La SARL est protégée par un agent d'enregistrement luxembourgeois. L'argent provient d'un trust suisse générationnel. C'est de l'argent très, très ancien. Nous ne pouvons pas percer le voile. Nous n'avons aucune idée de qui il s'agit. Inutile. Julien lança un presse-papier en verre contre le mur, où il se brisa. Vous êtes tous inutiles. Il sentit une pointe de peur réelle, la première depuis des années. Ce n'était pas l'argent. C'était l'anonymat, l'inconnu. Quelqu'un avec des fonds illimités venait d'acheter un billet pour son spectacle, et il n'avait aucune idée de pourquoi. Il essaya de l'ignorer. Il alla à un autre dîner extravagant. Il cria après un autre serveur, mais la nourriture avait un goût de cendre. Pendant ce temps, Eliane était dans son appartement du 11e arrondissement. Elle était assise sur son simple canapé IKEA, mangeant un bol de céréales et lisant un rapport de marque. Sujet J. Lefebvre est volatile, disait le rapport. Il a activé 2 cabinets d'enquête privés distincts pour identifier le mandant de Valois Holdings. Les 2 se sont heurtés au pare-feu suisse. Il est, de l'avis de tous, hors de lui. Eliane prit une autre bouchée de céréales. Elle avait démissionné de son travail au Pélican doré ce matin-là. En partant, elle avait donné au directeur une enveloppe scellée. Elle contenait un don anonyme de 50 000 euros au fonds de secours des employés et un seul centime poli. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Marc. « Il est temps pour la phase 2, dit-elle. « Déjà » demanda Marc. Il a à peine eu le temps de digérer la phase 1. « Il est arrogant, dit Eliane. Il pense que c'est un raid d'entreprise. Il cherche un requin. Un autre homme en costume. Il ne me cherche pas, moi. Il est temps de lui faire savoir que quelqu'un l'observe. Quel est le plan? Lefebvre Dynamics a son assemblée trimestrielle des actionnaires dans 2 semaines. En tant qu'actionnaire à 4,9%,
j'ai le droit d'y assister, et j'ai le droit de soumettre une proposition au Conseil. Une proposition ? dit Marc, intrigué. Oh oui, dit Eliane en regardant l'horizon de la ville. Je vais proposer une nouvelle addition au conseil d'administration de l'entreprise, un nouveau comité d'éthique et de rémunération des dirigeants. Et j'ai le candidat idéal pour le présider. Qui ? Moi. Les 2 semaines précédant l'assemblée trimestrielle de Lefebvre Dynamics furent pour Julien un cauchemar au ralenti. La mystérieuse Valois Holdings restait silencieuse. Ils n'ont pas publié de communiqué de presse. Ils n'ont pas contacté le conseil d'administration. Ils sont simplement restés là, à attendre. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle menace. La paranoïa de Julien grandissait. Il accusa Arthur Marchand d'être un espion pour Valois. Il accusa son directeur financier d'incompétence. Puis, une semaine avant l'Assemblée, la convocation officielle fut modifiée. Valois Holdings SARL avait déposé une proposition d'actionnaire. Julien la lut et rit avec une incrédulité sincère et aboyante. Ils veulent créer un comité d'éthique, beugla-t-il à son équipe juridique. Un comité d'éthique ? Ce n'est pas une université. C'est une société de plusieurs milliards d'euros. C'est quoi, cette heure de l'amateurisme ? La proposition est très spécifique, Julien, dit son avocate principale, une femme vive nommée Isabelle. Elle cherche à lier 100% des primes des dirigeants, votre prime, à une nouvelle métrique de responsabilité sociale d'entreprise. Elle inclut la satisfaction des employés, la perception du public, et c'est la partie étrange, les pratiques d'engagement communautaire. C'est une blague, dit Julien. Elle sera rejetée. Je contrôle 20% des actions. Le conseil est mon conseil. Ils n'oseront pas. Peut-être, dit Isabelle, mais la proposition inclut également une nomination pour un nouveau membre du conseil pour présider ce comité. Et qui est-ce ? Un politicien raté. Isabelle vérifia le dossier. Le nom sur la nomination est Eliane Valois. C'est le seul nom associé à la société holding. Eliane Valois, dit Julien en testant le nom. Ça sonne jeune. Ça sonne féminin. Ils envoient une gamine pour me combattre. Sa confiance monta en flèche. C'était une enfant de riche, une héritière qui jouait à des jeux. Il allait la dévorer toute crue. Préparer une contre-déclaration, ordonna-t-il. Nous accueillons favorablement toutes les contributions des actionnaires, mais nous ne nous laisserons pas distraire par des poursuites futiles et non monétaires. Blablabla. Et Isabelle, assurez-vous que la sécurité soit renforcée lors de l'assemblée. Je veux que cette Eliane Valois se sente très, très petite. Le jour de l'assemblée arriva. La salle du conseil au 50e étage était comble. La longue table en obsidienne était bordée par les 10 membres du conseil d'administration de Lefebvre Dynamics, principalement des hommes plus âgés en costume gris identique, plus 2 femmes que Julien avait nommées pour l'image. Julien était assis en bout de table, rayonnant d'un pouvoir suffisant. Il avait passé la matinée à répéter son discours, une démolition en règle des investisseurs activistes qui ne comprenaient pas les vraies affaires. « Commençons, » dit Julien, sa voix résonnant. « Nous avons un ordre du jour chargé. D'abord, les bénéfices trimestriels, qui, comme vous pouvez le voir, sont en hausse de 12% d'une année sur l'autre. Un résultat direct de mon leadership. » Il continua pendant 45 minutes. Il était intouchable. Finalement, il arriva à la fin. « Maintenant, » dit-il avec un soupir condescendant, « nous devons aborder la proposition de notre plus récent et plus enthousiaste actionnaire, Valois Holdings. Une proposition pour créer un comité sur les sentiments, apparemment. » Des rires étouffés parcoururent la table. « Avant que nous votions pour rejeter cette absurdité, » continua Julien, « je suis légalement obligé d'autoriser le représentant de Valois Holdings à parler. Est-ce qu'une Eliane Valois est ici ?» Il balaya la pièce du regard, s'attendant à, il ne savait pas quoi. Une femme à l'air sévère dans la soixantaine, peut-être. Les portes principales de la salle du conseil s'ouvrirent et Eliane entra. Elle ne portait pas d'uniforme de serveuse. Elle portait un tailleur bleu marine foncé sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la dernière voiture de Julien. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant. Son visage était calme, ses yeux comme des éclats de glace. À ses côtés se trouvait son conseiller, Marc Fournier, portant une mallette en cuir élégante. Le cerveau de Julien Lefebvre cessa de fonctionner. Il la dévisagea. Le monde bascula. C'était elle, la serveuse, la fille à qui il avait jeté un centime, la personne insignifiante. Son visage passa de suffisant à confus, puis à un blanc d'os, et enfin à un violet apoplectique profond. Il se leva à moitié de sa chaise. « Vous, » murmura-t-il, sa voix le trahissant.
Eliane se dirigea calmement vers le siège vide à l'autre bout de la table, juste en face de lui. Elle et Marc s'assirent. Elle posa un seul centime poli sur la table en obsidienne devant elle. Les autres membres du conseil la regardaient, totalement déconcertés par la réaction de Julien. « Bonjour, messieurs, mesdames. » La voix d'Eliane était claire et froide, portant parfaitement dans la pièce silencieuse. « Je suis Eliane Valois, fondatrice et unique mandante de Valois Holdings. »« Faites-la sortir !» rugit soudain Julien, retrouvant sa voix. « Sécurité, faites-la sortir !» 2 gardes de sécurité se dirigèrent vers la porte, mais Isabelle, l'avocate, se leva d'un bond. « Julien, non !» siffla-t-elle. « Elle est une actionnaire vérifiée à 4,9%. Elle a tout à fait le droit légal d'être ici. Asseyez-vous. » Julien la fusilla du regard, puis se tourna vers Eliane, la poitrine haletante. Il était piégé. Il se laissa retomber dans son fauteuil, ses jointures blanches à force de serrer la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda l'un des membres plus âgés du conseil, un homme nommé Henderson, regardant tour à tour Julien et Eliane. « Julien, vous connaissez cette femme ?» Eliane sourit, une expression fine et acérée. « Monsieur Lefebvre et moi avons eu une transaction commerciale récente. Il était un client. J'étais dans le secteur des services. » L'insinuation flotta dans l'air. Julien avait l'air sur le point de faire une crise cardiaque. « Mademoiselle Valois, » dit Henderson en fronçant les sourcils. « Votre proposition est peu orthodoxe. Vous demandez à ce conseil de lier la rémunération des dirigeants, notre principal outil pour récompenser le succès, à l'éthique. »« C'est exact, monsieur Henderson, » dit Eliane. « Parce que l'éthique et le succès ne sont pas distincts. Ils sont intrinsèquement liés. Un PDG qui est arrogant, qui crée un environnement de travail toxique, qui se croit au-dessus des courtoisies élémentaires de la société. Cet homme n'est pas un leader. Il est un passif. » Elle regarda directement Julien. « Il est un désastre de relations publiques en attente. Il est un procès en attente d'être intenté. C'est un homme qui se crée des ennemis, et en affaires, les ennemis coûtent cher. »« C'est un scandale, » balbutia Julien. « Elle parle d'un grief personnel. »« Vraiment ?» rétorqua Eliane, sa voix ne s'élevant jamais. « Parlons des faits. Lefebvre Dynamics a un taux de rotation annuel de 34% parmi ses cadres subalternes. C'est le double de la moyenne du secteur. Le coût de remplacement et de formation de ses talents, 8 millions d'euros l'année dernière seulement. C'est votre prime, monsieur Lefebvre. » Un froid s'installa dans la pièce. Grégoire, le directeur financier, se tassa sur son siège. Elle avait les vrais chiffres. « Elle ment !» cria Julien. « Ah oui !» Eliane fit un signe de tête à Marc, qui ouvrit sa mallette et commença à distribuer de minces dossiers reliés à chaque membre du conseil. Dans votre dossier, vous trouverez une ventilation complète des coûts de responsabilité de l'entreprise. Vous trouverez également 3 plaintes pour harcèlement en cours contre monsieur Lefebvre, toutes réglées discrètement à l'amiable au cours du dernier exercice, coûtant aux actionnaires 1,5 million d'euros. Vous trouverez également un enregistrement. Le sang de Julien se glaça. Un enregistrement ? demanda Isabelle, l'avocate. Le petit discours de monsieur Lefebvre au Pélican, doré il y a 2 semaines, était mémorable, dit Eliane. Un autre client, qui se trouvait être journaliste, a trouvé ses commentaires sur le travail non qualifié très pertinents. Il enregistrait l'ambiance. Il a tout capté. Eliane brandit un petit enregistreur numérique. J'ai acheté l'enregistrement. Le journaliste était heureux de vendre étant donné que son rédacteur en chef ne le laisserait pas publier un article basé sur un enregistrement privé. Mais rien ne m'empêche, en tant qu'actionnaire, de partager cela avec vous, le conseil, pour illustrer le caractère de notre PDG. Elle appuya sur « Play ». La voix de Julien, forte et cruelle, emplit la salle du conseil. « Voici un pourboire, ma chère. Trouvez-vous un vrai travail. Le service, c'est pour les gens sans ambition. » Le silence qui suivit fut absolu. Les membres du conseil regardèrent leur dossier, puis Julien. Il était, pour la première fois de sa vie, sans voix. « Ça, » dit Eliane en éteignant l'enregistreur, « c'est votre image de marque. C'est l'homme qui représente votre argent. Maintenant, parlons de mon comité d'éthique et parlons de mon siège à ce conseil. » Le vote au conseil d'administration fut un désastre pour Julien. Son pouvoir avait toujours reposé sur la peur du conseil, mais Eliane venait de leur donner quelque chose de plus puissant, un bouc émissaire. Les membres du conseil issus de la vieille bourgeoisie, qui avaient longtemps détesté le style grossier de nouveau riche de Julien, virent leur chance. Le vote pour la création du comité d'éthique passa par 8 voix contre 3.
Julien, Arthur Marchand et un autre loyaliste furent les seuls noms. Le vote pour nommer Éliane Valois au conseil d'administration en tant que présidente de ce comité passa par 7 voix contre 4. Julien Lefebvre fut contraint de s'asseoir en bout de table et de regarder la serveuse qu'il avait humiliée être accueillie au sein de son propre conseil. Ça ne veut rien dire, balbutia-t-il alors que la réunion s'achevait, essayant de reprendre le contrôle. Vous êtes un comité d'une seule personne, Valois. Vous n'avez aucun pouvoir réel. Je suis toujours le PDG. Éliane rangea simplement sa mallette. Le marché déteste l'instabilité, Julien. Et vous êtes l'actif le plus instable de cette entreprise. Je vérifierais le cours de votre action si j'étais vous. Elle et Marc sortirent. Julien attrapa la télécommande et alluma le grand écran sur une chaîne d'information financière. Lefebvre Dynamics, symbole LFD, était profondément dans le rouge. L'action, qui était stable à 150 € 2 heures plus tôt, était maintenant à 142 €. La nouvelle d'un nouveau comité d'éthique et d'un nouveau membre activiste au conseil avait effrayé le marché. « C'est sa faute !» hurla-t-il dans la pièce vide. « Elle essaie de nous détruire. Elle travaille pour Morin. C'est une saboteuse. » Mais la bataille ne faisait que commencer. Éliane, il s'est avéré, n'était pas un comité d'une seule personne. Dans les semaines qui suivirent, elle opéra avec une précision chirurgicale. Elle ne divulgua pas l'enregistrement à la presse. Cela aurait fait chuter l'action et nui à son propre investissement. Au lieu de cela, elle utilisa sa nouvelle position. Elle s'envola discrètement pour Francfort, pour Londres, pour Milan. Elle rencontra les gestionnaires de fonds des autres grands investisseurs institutionnels. Elle ne leur montra pas seulement l'enregistrement, elle leur montra son plan. Julien Lefebvre est un tyran du XXe siècle sur un marché du XXIe siècle, expliqua-t-elle dans une douzaine de salles de réunion stériles. Sa marque de leadership est un fossile. C'est un risque élevé pour une faible récompense. Mon analyse montre que son style de gestion agressif coûte à cette entreprise 9% de son revenu net potentiel annuel. Il n'est pas un faiseur de miracles, il est une fuite. Et puis elle leur présenta son alternative. Elle avait eu des pourparlers secrets avec Silas Morin, le PDG d'Aperture Industrie. Mais elle ne proposait pas qu'il prenne le contrôle. Elle proposait une fusion. Lefebvre Dynamics à l'infrastructure historique, proposa-t-elle. Aperture à l'innovation et la R&D. Combinée sous une nouvelle direction, elle dominerait le marché. Julien est la seule chose qui se trouve sur le chemin. Elle n'était pas seulement une serveuse en colère. Elle était une brillante stratège. Elle leur offrait à tous un gain beaucoup plus important. De retour à Paris, Julien était en pleine panique. Il perdait le contrôle. Les membres du conseil ne prenaient plus ses appels. Ses cadres évitaient son regard. Il perdait du soutien. Il essaya de se battre. Il engagea une nouvelle agence de relations publiques pour planter des articles dépeignant Éliane comme une héritière vindicative et inexpérimentée. L'histoire parut dans une chronique mondaine. La réponse d'Éliane fut rapide. Le lendemain, Les Échos publia une interview exclusive et approfondie d'Éliane Valois, le nouveau visage de l'investissement activiste éthique. L'article la dépeignait comme une héritière brillante et recluse, une Warren Buffett en devenir qui s'efforçait de sauver une entreprise historique de son propre PDG corrompu. Elle discuta de ses modèles financiers, de sa vision stratégique. Elle passa pour un génie. Julien était surclassé, déjoué et surfinancé. Il devint désespéré. Il ordonna à ses détectives privés de creuser plus profondément. Peu importe le coût. Trouver quelque chose de compromettant sur elle. Il doit y avoir quelque chose. Les détectives revinrent avec une seule photo, granuleuse, prise au téléobjectif. C'était Éliane sortant d'un immeuble du 11e arrondissement avec Marie Leclerc. Marie souriait, tenant une série de radiographies des dents de son fils. Julien fixa la photo. Leclerc, notre serveuse. Oui, monsieur, dirent les détectives. Elles sont amies. Il semble que Valois, ou quel que soit son nom, travaillait comme serveuse pendant des mois, sous couverture. Nous pensons que cette Marie était peut-être son contact. Julien comprit enfin. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale. Ce n'était pas un raid d'entreprise. C'était personnel. Un lent sourire reptilien se dessina sur son visage. Il l'avait. Il l'avait enfin. Si elle était l'amie de cette paysanne, elle avait une faiblesse. Bien, dit Julien, sa voix tombant à un quasi-murmure. Laissez-moi le dossier sur Marie Leclerc. Je veux savoir où elle travaille. Je veux savoir où son fils va à l'école. Je veux tout savoir. Éliane avait fait une erreur de calcul. Elle avait supposé que Julien Lefebvre la combattrait dans la salle du conseil,
sur le marché. Elle avait sous-estimé les profondeurs de sa cruauté mesquine. Marie Leclerc avait trouvé un nouveau travail grâce aux relations d'Eliane. Elle était maintenant assistante administrative dans une petite entreprise de traiteurs indépendante. C'était un poste de 9 à 5, avec tous les avantages sociaux, et elle pouvait être à la maison pour son fils Léo tous les soirs. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait stable. L'appel arriva un mardi. C'était un cadre d'Apex Hospitality, un grand conglomérat. « Madame Leclerc, » dit la voix, « je vous appelle au sujet d'un incident. Il a été porté à notre attention que vous avez récemment été employé au Pélican Doré. » « Oui, » dit Marie, son sang se glaçant, « et que pendant votre séjour là-bas, vous avez été complice d'espionnage industriel. Que vous avez fourni des informations à un tiers pour déstabiliser un client majeur. » « Quoi? Non, ce n'est pas vrai. J'étais ami avec Eliane, mais je n'ai pas. »« Valois, » dit l'homme. « Oui, nous savons. Apex a une relation très forte avec Lefebvre Dynamics. Monsieur Lefebvre siège à notre conseil consultatif. Il nous a informés de votre implication. Je crains que votre nouvel employeur, l'entreprise de traiteurs, ils sont une filiale d'Apex Hospitality. Depuis 10 minutes, votre poste a été supprimé. Motif, faute grave. » La ligne se coupa. Marie fixa le téléphone. Renvoyé. Mais comment? Elle appela Eliane, hystérique. Il m'a renvoyé, Eliane. Il a dit que j'étais une espionne. Il a appelé mon nouveau patron. Qu'est-ce que je vais faire? Les frais de scolarité de Léo sont dus. Eliane ressentit une fureur qu'elle n'avait jamais connue. Il ne s'agissait pas de cours de bourse ou de siège au conseil d'administration. C'était une attaque directe et vicieuse contre une personne innocente. Julien avait franchi une ligne. « Marie, calme-toi, » dit Eliane, sa voix ferme mais son esprit tournant à plein régime. « Il ne s'agit pas de toi. C'est lui qui essaie de m'atteindre. Fais une valise pour toi et Léo. Une voiture sera devant ton appartement dans 20 minutes. Vous allez rester dans mon appartement du centre-ville. Personne ne vous y trouvera. Je vais m'occuper de ça. Mais mon travail. Je rachèterai l'entreprise de traiteurs s'il le faut. Marie. Ne t'inquiète pas, sois juste prête. » Eliane raccrocha et composa immédiatement le numéro de Marc. « Il s'en prend à mes amis, Marc. Il essaie de me faire reculer. »« C'est une bonne chose, Eliane, » dit Marc, sa voix froide. « Bonne chose? Il vient de renvoyer une mère célibataire pour m'atteindre. C'est monstrueux. »« C'est désespéré, » corrigea Marc. « Un homme qui attaque la famille de son ennemi est un homme qui sait qu'il a perdu la guerre. Il nous a donné la dernière munition. Il a prouvé sans équivoque qu'il est un trou noir éthique. Il a prouvé toute votre thèse. Maintenant, il est temps de convoquer le vote. » « Quel vote? » ?»« Le vote pour le révoquer. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Nous avons le soutien institutionnel. Nous avons le plan de fusion avec Aperture. Mais cette vengeance, c'est la justification pour faute grave dont nous avions besoin. Nous pouvons utiliser cela pour demander au tribunal de geler son parachute doré. Nous allons le briser, Eliane. Pas seulement son entreprise. Nous allons briser son pouvoir. Eliane regarda par la fenêtre de son appartement luxueux. Marie et son fils étaient en sécurité. Julien Lefebvre venait de commettre sa dernière erreur fatale. « Fais-le, » dit-elle. « Convoque l'Assemblée. Il est temps de sortir les poubelles. » 3 jours plus tard, l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Lefebvre Dynamics fut convoquée. Elle ne se tint pas dans la somptueuse salle du conseil de Julien. À la demande d'Eliane, elle eut lieu dans un centre de conférence neutre et stérile. Julien était là, flanqué de ses avocats. Il avait l'air hagard, mais ses yeux brûlaient de haine. Eliane était là avec Marc, Silas Morin d'Aperture Industrie, et tout le conseil, moins les 2 loyalistes de Julien qui avaient démissionné ce matin-là. « C'est un cirque, » commença Julien. « Une action hostile, illégale. »« Asseyez-vous, Julien, » dit Silas Morin, la voix lasse. « C'est fini pour vous. » Eliane se leva. « Monsieur Lefebvre, il y a 2 jours, vous avez utilisé votre position au conseil d'administration d'Apex Hospitality pour faire renvoyer une femme nommée Marie Leclerc de son travail. » Julien pâlit. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle aborde ce sujet ici. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. »« Vous l'avez fait parce qu'elle est mon amie, » continua Eliane. « Et vous croyez que cela m'intimiderait. Vous avez utilisé le pouvoir d'une société de plusieurs milliards d'euros pour écraser une mère célibataire. Vous l'avez fait pour sauver votre propre emploi. Cela, messieurs,
dit-elle à la salle, n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est une violation grave et poursuivable de votre devoir fiduciaire. Vous avez utilisé les ressources de l'entreprise, votre influence, votre position pour une vendetta personnelle. Vous avez exposé cette entreprise et Apex à une responsabilité juridique massive. Elle fit un signe de tête à Marc. Nous avons, dit Marc, une déclaration sous serment du cadre d'Apex qui a passé l'appel, qui a accepté de témoigner qu'il a fait sous la contrainte économique directe de M. Lefebvre. Nous avons les relevés téléphoniques. Nous avons, en bref, un dossier en béton. Les avocats de Julien chuchotaient furieusement à son oreille. Le Conseil, dit Eliane, a déjà procédé à un vote préliminaire non contraignant ce matin. La motion est de révoquer Julien Lefebvre de ses fonctions de PDG et de président du conseil d'administration pour faute grave, avec effet immédiat. Elle le regarda, l'homme qui, il y a quelques semaines, détenait tout le pouvoir. Julien, dit-elle, vous avez deux options. Vous pouvez être révoqué par vote, traîné dehors par la sécurité, et passer les 5 prochaines années au tribunal pendant que nous démantelons vos finances. Ou vous pouvez signer ceci. Marc fit glisser une seule feuille de papier sur la table, un accord de démission. Vous démissionnez, dit Eliane. Vous partez. Vous gardez votre maison. Vous gardez vos voitures. Mais vous renoncez à votre parachute doré. Vous renoncez à vos stock options. Vous renoncez à votre siège. Vous n'aurez plus aucune affiliation avec cette entreprise ou la nouvelle société qui sera formée par la fusion. Julien fixa le papier. Ses mains tremblaient. Il regarda ses yeux, suppliant. « S'il vous plaît, murmura-t-il. C'est mon nom. Lefebvre Dynamics. C'est mon nom. » Eliane se pencha en avant, sa voix un murmure que lui seul pouvait entendre. « Vous auriez dû lui laisser un pourboire, Julien. » Elle fit glisser un seul centime de cuivre poli sur la table. Il s'immobilisa au-dessus de la lettre de démission. Des larmes de pure rage impuissante montèrent aux yeux de Julien. Il regarda ses avocats. Ils hochèrent tous les deux la tête. Signé. Les mains tremblantes, Julien Lefebvre attrapa un stylo et signa son nom, renonçant à tout son empire pour un centime. La chute de Julien Lefebvre fut rapide et brutale. La fusion entre Lefebvre Dynamics et Aperture Industrie fut annoncée le lendemain, formant une nouvelle entité, Aperture Valois Dynamics. Le marché adora. L'action, sous le symbole AVD, grimpa de 30% en une seule journée. Eliane Valois, l'architecte de la fusion et une actionnaire principale, se vit offrir le poste de PDG. Elle le refusa. « Je ne suis pas une PDG, » dit-elle à Silas Morin, le nouveau directeur. « Je suis une stratège. Je prendrai un poste de présidente non exécutive au conseil d'administration. Je dirigerai le comité d'éthique et de rémunération, et je serai votre plus grand actionnaire. Vous dirigez l'entreprise. Je m'assurerai que vous la dirigiez bien. » Son premier acte en tant que présidente fut d'adopter une nouvelle charte d'entreprise. C'était révolutionnaire. Elle liait toutes les primes des dirigeants non seulement aux bénéfices, mais aussi au bien-être des employés, au taux de rotation et à la satisfaction des clients. Elle imposa un salaire minimum vital à l'échelle de l'entreprise, bien au-dessus du SMIC. Mais elle n'avait pas fini. Le parachute doré auquel Julien avait été contraint de renoncer était un fonds de stock options et de primes d'une valeur de près de 80 millions d'euros. Légalement, il revenait à la trésorerie de l'entreprise. Eliane fit une nouvelle proposition. Elle proposa d'utiliser ces 80 millions d'euros pour créer une nouvelle fondation caritative indépendante. Elle s'appellerait la Fondation Service et Dignité. Sa mission, fournir des bourses d'études, des fonds médicaux d'urgence et une aide juridique aux travailleurs du secteur des services à Paris. Le Conseil, désireux de plaire à sa nouvelle boussole morale et financière, l'adopta à l'unanimité. Il ne restait plus qu'à nommer un directeur exécutif pour diriger la fondation. Eliane rencontra Marie Leclerc dans un petit café du 11e arrondissement. Marie, qui vivait dans l'appartement luxueux d'Eliane depuis une semaine, était toujours nerveuse. « Eliane, je ne peux pas rester là-bas, » dit Marie. « C'est trop. Je dois trouver un travail. Je dois me remettre sur pied. »« Je suis d'accord, » dit Eliane en faisant glisser un dossier sur la table. « J'ai une offre d'emploi pour toi. » Marie l'ouvrit. C'était une lettre d'offre officielle pour le poste de directrice exécutive de la Fondation Service et Dignité. Le salaire était à 6 chiffres. La mâchoire de Marie tomba. « Eliane, je suis une serveuse. Je suis une assistante administrative. Je ne peux pas. Je ne peux pas diriger une fondation de plusieurs millions d'euros. »« Tu n'es pas une serveuse, Marie, » dit Eliane, sa voix douce.
Tu es une femme qui a élevé seule un enfant brillant dans la ville la plus chère du monde. Tu es une femme qui comprend dans ses os ce que signifie être invisible. Tu comprends la dignité. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour faire cela. Marie regarda la lettre, puis Eliane, des larmes coulant sur son visage. Tu as fait tout ça à cause d'un centime. J'ai fait ça, dit Eliane, parce qu'il avait tort. L'ambition, ce n'est pas de savoir jusqu'où on peut monter. C'est de savoir combien de personnes on peut élever avec soi. 6 mois plus tard, le Pélican doré accueillait son service de dîner habituel du mardi soir. Le restaurant bourdonnait depuis que l'histoire de Julien Lefebvre et d'Eliane Valois avait éclaté dans un article exclusif soigneusement géré. Le restaurant était devenu un symbole. Le directeur, un homme nommé Robert, était nerveux. La table 12 était réservée ce soir-là. Elle avait été réservée au nom de Valois. À 20h01, Eliane Valois entra. Elle était seule. Elle était vêtue simplement d'une élégante robe noire. Pour un œil non averti, elle ressemblait à n'importe quelle autre cliente fortunée. Mais le personnel savait. Chaque serveur, chaque commis, chaque chef en cuisine savait qui elle était. Il la traitait non pas avec peur, mais avec un respect calme et profond. Elle s'assit à la table 12, la table exacte où Julien Lefebvre l'avait humiliée. Son serveur pour la soirée était un jeune homme nommé Benoît, nouveau dans le métier et visiblement tremblant. « Bonsoir, mademoiselle Valois » balbutia-t-il. « Puis-je vous servir à boire » Eliane sourit, un sourire chaleureux et sincère. « Benoît, c'est ça ? C'est sur votre badge. Benoît, s'il vous plaît, détendez-vous. Je faisais votre travail avant. Je sais que c'est un enfer. » Les yeux de Benoît s'écarquillèrent. « Vous avez vraiment travaillé ici ?» « Oui, » dit Eliane. « Et c'était le travail le plus difficile que j'ai jamais eu. Je voudrais une eau pétillante, et j'aimerais connaître les suggestions du chef. » Pendant l'heure qui suivit, Eliane prit un repas. Simple. Elle interrogea Benoît sur sa famille. Elle questionna le sommelier sur ses études. Elle traita chaque personne qui s'approchait de sa table comme un égal, comme un professionnel. Lorsque le repas fut terminé, Benoît apporta l'addition. Le total était de 150 €. Eliane sortit sa carte de crédit. Elle signa le reçu. Elle se leva, sourit à Benoît et dit « Merci. C'était un repas délicieux. » Elle sortit du restaurant. Benoît, le cœur battant, s'approcha de la table pour récupérer le portefeuille. Il l'ouvrit. Sur la ligne du pourboire, Eliane avait écrit 10 000 €. Il fixa le chiffre, incapable de le comprendre. Il pensa que c'était une erreur. Il retourna le portefeuille et une petite pièce lourde tomba. Ce n'était pas un centime. C'était une pièce d'or massif, un objet de collection estampillé du logo d'aperture Valois Dynamics. Pliée à l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur un papier cartonné épais de couleur crème. Benoît la lut. « Benoît, la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle gagne, mais dans la dignité de son travail. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Veuillez partager ceci avec la cuisine, les commis et vos collègues. Ce n'est pas un pourboire. C'est une correction. EV. » Benoît resta là, tenant l'addition, bien après que la voiture d'Eliane se fût éloignée. Il pleurait. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait d'être vu. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement exigu, Julien Lefebvre se versa un autre verre de whisky bon marché. Il avait vu les nouvelles de la Fondation Service et Dignité. Il avait vu les articles faisant l'éloge d'Eliane Valois comme une sainte des affaires. Il prit son téléphone, ouvrit ses contacts et fit défiler. Mais il n'y avait plus personne à appeler. Il était insignifiant. Il avait perdu son entreprise, son pouvoir et son nom. Tout cela parce qu'il n'avait pas compris la simple valeur transactionnelle du respect. Il s'était épargné un pourboire de 20%, et cela lui avait coûté 100% de tout. Julien Lefebvre apprit à ses dépens que dans la vie, on n'est pas défini par le pouvoir que l'on a sur les gens, mais par le respect qu'on leur témoigne. Il a vu une serveuse, mais il n'a pas vu la personne. Eliane Valois a vu une opportunité, non pas pour la vengeance, mais pour la justice. Elle n'a pas seulement acheté ses actions. Elle a acheté son karma et le lui a servi en retour. Le monde est plein de tyrans comme Julien Lefebvre. Mais il est aussi plein de gens discrets et puissants comme Eliane Valois, qui attendent leur heure. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Croyez-vous que la vengeance est un plat qui se mange froid, ou que nous créons notre propre destin? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux et vos histoires inspirent notre prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce voyage de justice, s'il vous plaît, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Cela aide vraiment notre chaîne.
N'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui a besoin de voir que le petit ne perd pas toujours. Et surtout, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire de vengeance, de justice et des drames de la vie réelle qui se produisent chaque jour. Merci d'avoir regardé.